Chers amis, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir pour une nouvelle rencontre sur ABC Talk TV. Je suis très content d'aborder un sujet auquel vous ne vous attendez peut-être pas lorsqu'il s'agit de parler de gestion financière, de fonds d'investissement, de banques, d'argent au plus haut niveau évidemment, de placements boursiers. Est-ce que tout cela peut être en adéquation? Est-ce que ça n'est pas antinomique quand on parle de spiritualité, d'ouverture d'esprit et quand on parle de sujets que l'on traite très régulièrement sur cette antenne? Vous allez voir que non. Justement, et c'est passionnant avec un parcours de vie qui l'est tout autant. Il s'appelle Jean-Pierre Méchain. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Vous avez entendu l'introduction. On parle d'argent, on parle de placement boursier, on parle de finance, on parle de banque. Ça a été votre vie Ça a été ma vie. Ça a été ma vie. pendant 35 ans. Pendant 35 ans, Ouais. avant de passer À autre chose. à autre chose. Ouais. On va parler donc de ce tout autre chose et je voudrais que Mo nous montre le visuel que l'on a choisi pour illustrer donc l'émission de Jean-Pierre Méchain, ce que la philosophie bouddhiste peut apporter aux entreprises. Regardez bien cette image parce que vous avez effectivement en bas de l'image ce visuel qui illustre bien ces grandes cités avec évidemment ces transactions financières et tout ce que l'on peut imaginer quand on parle d'argent, de banque. Et puis vous avez plus haut, par définition, toute cette dimension spirituelle que connaît bien maintenant Jean-Pierre Méchain. Est-ce que la dimension spirituelle dans l'univers de cet argent que vous avez côtoyé au plus haut niveau, voire au plus haut niveau de l'État même, on va voir ça, est-ce que cette dimension spirituelle était déjà dans votre ADN avant de démarrer? Alors, elle l'était sans doute de par ma vie, ma naissance, des difficultés rencontrées, puisque j'avais perdu mes parents très tôt. Oui, vous êtes orphelin très tôt. Et malgré tout, il y avait en moi une espèce de volonté de faire quelque chose, quoi, je ne savais pas, mais en tout cas faire quelque chose, avec une première partie de vie qui était une rébellion, quelque part. Rébellion, c'est-à-dire on a voulu me protéger, le petit garçon qui avait plus sa papa et sa maman. Oui, c'est ce qu'on disait, vous, le pauvre petit garçon. Le pauvre petit garçon, Ouais. et on voulait me mettre dans une espèce de cocon, faire de moi, non pas un objet, mais faire en sorte que ma vie soit protégée, un cocon, on choisisse pour moi ce que j'allais faire, etc. Et à l'adolescence, je ne vais pas dire que j'ai pété les plombs, Ouais. mais j'ai dit On lâche les gentiment à chevaux. tout le monde, ça suffit, Ouais. ma vie m'appartient, ça sera ma vie. Ouais. Bon. Et partant de là, comment les choses se sont passées? Bon, j'avais effectivement des choix dans la vie, de pouvoir poursuivre des études et de choisir une activité professionnelle. La choisir, c'est beaucoup dire, puisque j'avais un oncle qui était directeur du Crédit Lyonnais, j'avais un grand-père qui était fondé de pouvoir à la Banque Rothschild. J'ai dit, la finance, pourquoi pas? Ouais. Donc, je me suis lancé dans cette activité, après avoir fait des études au Conservatoire des Arts et Métiers, des choses tout à fait classiques. J'ai été 3 ans salarié dans une structure, et puis j'ai lancé assez rapidement ma boîte. Alors là, avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment rompre totalement le cou à l'idée du hasard. Et vous parler justement de ça avant d'aller beaucoup plus avant. Il se trouve que, comme je vous l'ai dit, une période de ma vie a été un petit peu difficile, puisqu'il y avait un clash un peu familial, puisque je voulais mener ma vie un petit peu comme je l'entendais. Et j'avais été élevé par ma marraine qui souhaitait absolument être ma maman, ce qui pour moi était totalement insupportable. Donc il y a eu une fâcherie. Et il s'est passé un événement. Un matin, j'étais avec je raconte des choses que je peux prouver, Oui, sinon oui, je ne les sûr. raconterai pas. Bien sûr. Et un matin, je me suis levé d'assez bonne humeur, et cette idée qui m'a traversé, cette phrase, je l'ai dans ma tête depuis toujours. Ce jour n'est pas une journée comme les autres. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Et j'avais un collègue à la bourse qui s'appelait Robert Colli, qui m'a dit, Jean-Pierre, je sais que vous êtes un garçon enthousiaste, mais aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est un peu spécial. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté Robert, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Incroyable. Et j'ai dit, tiens, je vais appeler ma fameuse marraine, avec qui on était un peu fâchés. Et dans ma tête, c'était de dire, bon, on est adulte maintenant, on va peut-être pouvoir nettoyer des tas de choses. J'appelle donc ma marraine et je lui ai dit, écoute, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Voilà, je t'invite à dîner. Et j'avais presque la persuasion qu'elle accepterait volontiers cette invitation. On se retrouve donc, elle était rue du Cherche-Midi, on va au Drugstore Saint-Germain qui n'existe plus aujourd'hui. À Paris. Et
on imagine le soir, bondé, aucune place, juste une table de 4 avec 2 personnes qui étaient assises, et la personne qui s'occupait de placer les personnes nous demande aux personnes, est-ce que vous acceptez que cette dame et ce monsieur s'assoient? On s'installe, je serais incapable de vous dire les 2 personnes qui étaient en face de moi, qui elles étaient. Point. Et puis, bon, on commande, etc. Et à un moment donné, les personnes qui étaient arrivées avant nous partent naturellement avant nous. Ouais. Rentre une apparition. Je vous ai montré la photo. Ouais. Rentre une apparition. Et la personne qui faisait le service vient vers nous en disant « Est-ce que vous permettez que ces personnes viennent s'asseoir en face de vous ?» Ouais. Coup de foudre immédiat. Une jeune femme splendide, accompagnée d'une petite fille, qui avait 10-12 ans à l'époque, et coup de foudre immédiat, je ne vous dis pas comment on s'est changé nos numéros de téléphone, ça reste un petit peu privé. Bon. Mais déjà, premier facteur, les places libres, une seule place libre, notre table. Bon, vous me direz, le hasard fait bien les choses. Échange de numéros de téléphone, vous savez, c'est l'époque où les numéros de téléphone, dans le temps, si je peux m'exprimer ainsi, commençaient par des lettres suivies de chiffres. Mon numéro à moi, c'était Bolivar 95 et elle, c'était Gravel 95. Bon, déjà... À part ça, il n'y a pas de hasard. À part ça, il n'y a pas de hasard. On s'échange nos numéros. Le lendemain matin, qu'est-ce que je fais? Je me précipite sur le téléphone, j'appelle la jeune femme en question et on se donne rendez-vous le dimanche. Je devais aller à Nantes le même jour. Je prends mon métro pour descendre à Montparnasse, qui monte à Pasteur à 18h le soir, enfin, aux alentours de 18h. Cette dame. La jeune femme en question, Mon Dieu. dans mon wagon. Ben, bon, tout de suite, bon, effectivement, on surpris. Donc, elle descend avec moi à Montparnasse, le temps d'échanger quelques mots et de se retrouver le dimanche. On se retrouve le dimanche. Si je raconte tout ça, vous allez voir, parce qu'il y a une suite. C'est extraordinaire. Voilà. Mais moi, j'adore ce genre d'histoire. Voilà. Attention. Et arrivé donc le dimanche, on fait connaissance, bien entendu. Mais vous voyez à l'époque encore. Bon, qu'est-ce que vous faites, etc. Il y avait encore de l'élégance à l'époque. Oui, il y avait de l'élégance. Encore. Il y avait de l'élégance. Et de la l'élégance. classe. Voilà. Exactement. Et elle me dit, ben voilà, je suis infirmière à Paris, je suis de la région Angevine. Ah, région Angevine? Parce que moi, mes grands-parents, région Angevine, Angers, etc. Je dis, ben moi, c'est Cholet, etc. Bon. Et j'ai dit, vous êtes à Paris depuis longtemps? Elle me dit, ben, j'ai fait mes études à Paris. J'ai dit, vous étiez où? Rue Manin. Je dis, mais la rue Manin, elle est très longue, elle part des Buttes Chaumont, boulevard Serrurier. Et je lui dis, vous étiez de quel côté? Elle me dit, côté boulevard Serrurier. Et à ce moment-là, je lui dis, donc quand vous preniez votre métro Porte de Pantin? Elle dit, comment vous savez ça? Je lui dis, parce que j'habitais rue Manin, à l'angle du boulevard Serrurier. Magnifique. Bon. Donc, on peut se dire le hasard, c'est bien joli tout ça, mais OK. Et elle a joué un rôle qui a été fondamental dans la suite de ma carrière. Et c'est là où on peut effectivement... Elle a été votre épouse? Elle a été mon épouse pendant 47 ans. Pendant 47 ans. Je pense qu'elle a été guidée pour me rencontrer. Parfois, certains vont jusqu'à dire que c'est une rencontre d'âme. C'est une rencontre d'âme, oui. Moi, je vais tout à fait dans votre sens en disant rencontre d'âme, oui, tout à fait. Voire même flamme jumelle parfois. Voilà. Bon, peu importe ce qu'on y met, en tout cas, ça devait. Ça devait. Et vous en parlez, effectivement, j'ai eu la chance de voir une jolie photo, et la photo du restaurant, hein, où vous êtes tous les deux. Voilà. Alors, votre vie, effectivement, commence par la finance. Elle commence très banalement par la finance. Voilà. Vraiment très très banalement, avec un petit cabinet que j'ouvre assez vite, mais qui était pas plus... quelque chose de tout à fait classique. Bon, rien d'extraordinaire, sauf un point, c'est que assez vite, j'ai compris le rôle de la presse, parce qu'un jour, lorsque j'étais salarié, j'ai commencé comme salarié, le président de la société où j'étais était rentré dans une salle de trade en disant « Qui pourrait nous faire un article sur tel sujet demain ?» Pourquoi j'ai dit moi, Monsieur le Président, allez savoir. Et j'ai eu mon nom dans les Échos, donc vous l'avez vu.
Et c'est là que je me suis rendu compte que le pouvoir de la presse avait quelque chose, Le pouvoir des médias, le pouvoir des médias d'une Bien sûr. façon générale. bien sûr. Et ça s'est toujours très très bien passé avec les médias. Et vous allez voir par la suite comment. Bon. Donc, 10 années se passent sans chose véritablement extraordinaire. Et un soir, Françoise, donc mon épouse, rentre de la maison. C'était à l'époque où, dans les hôpitaux, il y avait encore beaucoup d'infirmières religieuses. Et elle avait créé une amitié très forte avec une sœur principale d'une congrégation qui était les Oblats de l'Assomption. Et elle me dit, tu sais, sœur Geneviève souhaiterait que tu rencontres son économe général pour que tu puisses gérer leurs sous. Bah écoute. Et je reçois cette sœur économe, sœur Marthe, bien en chair, comme on peut se les imaginer, qui m'appelle mon garçon, n'est-ce pas, et qui me dit, voilà, on voudrait une gestion éthique. Et là, ça fait ding, ding, ding dans ma tête. Je dis, attendez, vous pouvez me répéter, éthique, la bourse, l'éthique, chevalier blanc, chevalier noir, chevalier gris, les OPA, hostiles, etc. C'est vrai que c'est pas tout à fait, c'est parfois antinomique. Hein. Voilà. On se dit, oh là là, mais comment peut-on mettre de l'éthique? Comment on peut mettre de telle éthique là-dessus? Et sur le coup, ma réponse a été de dire, écoutez, franchement, je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire. Mais très rapidement dans ma tête, je me dis, après tout, ça vaut peut-être la peine d'étudier le sujet. Donc je commence à étudier le sujet, je me renseigne, je vois qu'en France, rien n'existe. Aux États-Unis, il existait des fonds socialement responsables. Je m'en approche, je fais des déplacements aux États-Unis, au Canada, bref, je commence à faire ma petite salade de tout cet ensemble. Et sœur Marthe me fait rencontrer une sœur passionnante, sœur Nicole Rey, la plus grande congrégation française, les sœurs de Notre-Dame. Sœur Nicole, un personnage atypique. Donc, on faisait des réunions chez moi dans mon petit cabinet, qui est réuni jusqu'à 15 congrégations religieuses. Et moi, mon objectif, c'est de dire, mais pourquoi vous voulez cette gestion éthique? Comprendre. Et chaque fois que j'ai fait quelque chose dans la vie, c'était comprendre les choses avant de mettre en place. Elle dit, ben voilà, crise des vocations, on a besoin effectivement d'avoir des revenus plus significatifs, etc. Donc, je me mets à faire des études sur le sujet. J'écris un livret d'études. Pendant 3 ans, j'ai fait ça. Au point que les collègues de la bourse me disaient, alors méchant, ton fonds éthique, l'air de dire, bon, j'étais pris pour un fada. Sauf un vieux monsieur qui s'appelait Émile Mescar, la plus grosse charge société de bourse de la place de Paris, qui venait régulièrement vers moi, très gentiment, avec une petite voix fluette. Alors méchant, vous en êtes où de votre fonds éthique? Et moi de dire, ça avance, monsieur Mescar, ça avance. Et un jour, j'avais finalisé mon dossier d'études, très fier de le présenter à sœur Nicole. Pour moi, j'avais œuvré, j'avais fait quelque chose qui avait du sens. Et je vois sœur Nicole qui tourne les pages et qui fronce les sourcils. Pas bon signe. Et au bout d'un moment, elle me dit, non, Jean-Pierre, je ne peux pas présenter ça à nos sœurs. Je lui dis, mais qu'est-ce que... Vous vous rendez compte, votre ouvrage, aucune référence à l'Église. Bon, donc, c'est devenu épître de Saint Paul aux Corinthiens, etc., que sœur Nicole a mis. Elle avait tourné les pages en disant, vous parlez de la presse, mais la presse, notre bonne presse. Très bien, sœur Nicole. Puis après, elle dit, oh scandale, j'avais mis les religions ont besoin d'avoir des plus-values. Aïe, aïe, aïe. Le mot plus-value. On ne fait pas de plus-value, oui. on fait les surplus. Alors j'ai dit, écoutez, sœur Nicole, à part ça, est-ce que ce que j'ai écrit, oui, le reste a du sens, mais il faut revoir un peu cet ensemble. Oui. Donc elle a revu cet ensemble. Et puis, il s'est passé ce qui devait arriver. À un moment donné, tout était prêt. Et chacune des religieuses présentes, représentant leur congrégation, j'amène tant. Et M. Mescar, Émile Mescar, me dit un jour, alors Jean-Pierre, vous en êtes où? J'ai écouté M. Mescar, je crois que ce coup-ci c'est bon. Il dit, combien pensez-vous récolter? Et je lui ai annoncé un chiffre astronomique. Je ne me rappelle même plus le montant. Mais... Et d'un seul coup, cette personne... Qui était fondé? C'était vraiment complètement fondé. Ouais, c'est ça, okay. Je savais qu'on amenait tant de droits. Okay. Et on a créé le premier fonds éthique de la place de Paris, donc premier fonds en France. Et j'ai vu M. Mescar, d'un originaire de 20 ans, montez dans mon bureau, et ça a été fait en 2 mouvements.
Donc, à partir du moment où vous avez un petit cabinet inconnu qui crée quelque chose devant toutes les banques, bon, donc, j'ai un appel téléphonique d'un monsieur qui s'appelle Gilles Braque de la Perrière, inspecteur des finances. Monsieur Méchain, vous me feriez l'honneur de venir nous présenter ce que vous avez fait devant un parterre de chefs d'entreprise, 300 chefs d'entreprise à la commission des opérations de bourse. Donc, c'est pas que des gens très drôles. C'est pas que des gens très drôles. J'explique, Sœur Nicole était à mes côtés, bien entendu. Et moi, j'avais une mission qui était très particulière, qui était surtout d'aller dans les entreprises, de regarder ce qui se passait à l'intérieur des entreprises. Et je sortais un petit peu de mon quotidien, c'est-à-dire les courbes financières. J'achète, je vends. Bon. En fait, vous faites des audits. Voilà. Mais audit humain. C'est ça. Comprendre l'humain. Ouais. Et d'un seul coup, petit peu par petit peu, s'est distillé en moi cette idée que, entre ce que je voyais de mon côté à moi, assis derrière mes courbes, et ce qui se passait dans les entreprises, ce n'était pas tout à fait pareil. Bon. Mais crescendo, les choses montent. Je suis appelé par un groupe international qui est le groupe Fleming, qui me dit « Monsieur Méchain, on parle de vous, etc. On serait heureux de faire votre connaissance, etc. » Ils me disent, écoutez, il y a les marchés de l'ASEAN, donc les pays d'Asie du Sud-Est. Est-ce que vous vous y intéressez? Je dis, les pays d'Asie du Sud? Non. Ça serait peut-être intéressant. On vous invite à Hong Kong. Et je suis parti faire tout le tour des pays d'ASEAN pour me rendre compte de la potentialité de ces pays. Et je rencontre, parce que je prenais aussi un petit peu de temps libre, je ne faisais pas que travailler. Notamment, je me rappelle en Thaïlande avec des temples bouddhistes absolument magnifiques. Et culturellement, je m'y intéresse, mais simplement sur le plan culturel. Je rencontre des moines et « Who is Buddha ?» pour essayer de comprendre qui est cette personne. Mais je repars sans plus. Ça ne vous impacte pas plus que ça? Ça ne m'impacte pas plus, juste une petite graine, on va dire. Ça, petite graine. Qui va vite germer. qui va vite germer, vous allez voir comment. Parce qu'après, les choses se sont enchaînées à une vitesse totalement inattendue. Ce qui s'en est suivi derrière, c'est notamment, je rencontre un salon de l'épargne, puisque je participais régulièrement les journalistes m'invitaient pour parler des bourses en général, etc. Et juste avant ça, je rencontre un monsieur qui était très connu, que tous les anciens connaissent, qui était René Tendron. René Tendron, qui était le grand Manitou journaliste de la bourse. Absolument, moi je me souviens très bien. On va retrouver René Tendron en direct de la bourse. Voilà. Bien sûr, je me souviens. Et René Tendron me dit, Monsieur Méchain, est-ce que vous me feriez l'honneur de me faire un numéro spécial sur l'Asie? On ne refuse pas, René Tendron, de faire un numéro spécial sur l'Asie. Donc je lui fais ce numéro, on définit nos conditions, bien entendu. Et là-dessus, 2 autres journalistes concurrents me disent, Monsieur Méchain, est-ce que vous pourriez nous faire un numéro spécial sur l'Asie? Donc j'étais devenu le spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Bon. Là-dessus, les choses sont enchaînées à une vitesse absolument... On sent la progression et crescendo, c'est passionnant. Incroyable. Et je rencontre donc un ancien collègue, un étudiant du TAM avec moi, qui était au Crédit Agricole, qui me dit, tu sais, notre grand patron, Jacques Lenormand, souhaite aujourd'hui réformer un petit peu toute la manière dont les conseillers abordent les thèmes financiers, et il souhaiterait te rencontrer. Décidément, tout le monde veut vous rencontrer à cette époque. Donc je rencontre Jacques Lenormand, un personnage, alors on l'appelait Napoléon, un petit bonhomme, qui vous regardait droit dans les yeux, là, sachant où il allait. On partage des vues sur le projet, et il me dit, je vous rappelle. Je dis, OK. Effectivement, 48 heures après, je n'ai pas calculé, mais très rapidement derrière, il me rappelle, il me dit, écoutez, Monsieur Méchain, c'est avec vous qu'on va monter le projet au niveau national pour l'ensemble de toutes nos équipes. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait plus tout ça. Donc, c'était des choses en direct. D'accord. Et il me fait comprendre une chose, il ne me le dit pas, mais on le comprend très vite, que je rentre par la grande porte au niveau du Crédit Agricole, mais que je peux en sortir aussi rapidement que j'y suis rentré. Ça durera 9 ans et 3 mois. Je passe sur des détails parce que après, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de vie, mais c'est de comprendre pourquoi, à un moment donné, il y a eu cette transformation Absolument. radicale. À quel moment, effectivement. À quel moment. Ce qui est intéressant, c'est de connaître, Jean-Pierre, cette ascension que vous nous décrivez là, qui arrive au plus haut niveau. Qui arrive au plus haut niveau. De la finance.
du pouvoir aussi. Du pouvoir, Du puisque pouvoir. Je reçois un jour un appel d'une équipe d'un jeune député de Corrèze, dont je crois qu'il s'appelait François Hollande. Exactement. On s'est retrouvé d'ailleurs à Paimpol cette année, Mm. là où j'habite. Donc on s'est rappelé les bons souvenirs. Et vous savez, les hommes politiques sont quand même des gens assez extraordinaires. Il s'est rappelé, 26 ans plus tard, ce que j'avais dit, puisqu'il m'avait convié à monter une opération pour l'Assemblée nationale et le Sénat sur entreprise et épargne, comme vous l'avez vu dans le banc. Et il m'a dit, vous m'aviez marqué parce que vous aviez dit notamment, déjà 13 ans d'anticipation, sur l'entreprise et l'éthique dans les placements. J'avais fait ça, mon voisin était Pierre Bérégovoy à l'époque. Et ça a été le moment pratiquement final de ma vie professionnelle, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, alors ça s'est passé par... Ce sont des étapes, c'est un petit peu chaque jour, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire que la prise de conscience fait que vous vous dites à un moment donné, ça va trop vite, ça va trop loin, c'est trop... C'était trop facile, c'est-à-dire c'était l'opulence, mais à un moment, je me suis dit, de rencontrer des gens dans les entreprises avec la souffrance, c'est là où le mot souffrance au travail a pris tout son sens. On prenait le petit déjeuner avec Françoise un matin, et j'ai dit, tu sais, je suis plus en harmonie, ça colle plus. Ce que je fais n'est plus en harmonie avec ce que je fais. J'ai encore l'émotion de ce moment quand... et elle me dit, je suis ravi pour toi que tu te rendes compte. Elle a été vraiment extraordinaire. Parce que, ça veut dire qu'elle en souffrait? Non, elle n'en souffrait pas parce qu'elle a voulu que je mène ma vie comme je l'entendais. Okay. Elle a été une épouse au-delà de l'exception. Moi, je n'ai pas été le mari idéal à l'époque. Je ne vais pas dire que j'étais un ange. Oui, et pris aussi dans le tourbillon. J'étais pris dans le tourbillon. Bien sûr. Et elle m'a accompagné jusqu'au bout. Mais j'ai senti qu'elle était ravie à un moment donné que je me pose vraiment cette question. Et à ce moment-là, m'est revenu des mots que j'avais entendus en Asie sur Bouddha, souffrance, etc. Et un événement se produit. Je vais à la FNAC pour voir des bouquins sur... C'était pas encore le développement personnel, mais c'était des bouquins où on parlait un peu de philosophie, de choses et d'autres. Et alors, un événement très très curieux se passe. Je suis donc à un rayon, et à côté de moi, un moine qui me tend un livre et me dit « Bon pour vous à lire ». Je prends le livre, je commence à feuilleter, puis vous savez, quand on est pris par quelque chose, c'est pas qu'on approfondit, mais j'ai dit, je vais prendre ce bouquin. Et je me retourne pour remercier le moine en question. Je vais à la caisse pour payer, je lui dis, où est le moine qui était là? Et elle me dit, mais on a vu, il n'y a pas aucun moine rentré ici. Non mais... J'ai dit, attendez, j'ai les pieds sur terre, ce livre-là, c'est pas moi qui l'ai pris comme ça, c'est monsieur qui était avec une... Bon, toujours est-il que... Bon, pas de moine. Pas de moine. Bon. Maintenant, s'il se peut très bien qu'effectivement, ils sont très discrets. Oui, il est parti il est de passé, notre côté. Il est passé, on ne l'a pas vu, mais bon. Oui, bon. Et je me suis mis à vraiment m'investir dans cette recherche. Et comme j'avais cédé mon entreprise, il fallait bien que je fasse aussi quelque chose de nouveau. Mais quoi? Alors, pardon, juste, Jean-Pierre, quand vous dites il a fallu que je m'investisse dans cette recherche, de quelle recherche parlez-vous? Alors, de la recherche à la fois philosophique, du sens de la vie, et de trouver des choses du sens de la vie qui correspondaient pour moi, non pas à des injonctions ou des croyances, parce que déjà tout petit, on vous colle des croyances. Oui, bien sûr. Où on me répondait quand j'étais petit, quand je me posais beaucoup de questions sur la Sainte Trinité, chut, c'est un mystère. Sinon, moi, le mystère ne m'intéresse pas. Voilà. Et je vois très rapidement que ce monsieur qu'on appelait Bouddha était comme vous et moi à l'origine, avec ses qualités, ses défauts. Il avait entrepris un parcours et qu'il a eu l'intelligence de dire « Ne me croyez pas, mettez en application ». J'ai ouvert un chemin, à vous de voir comment ça fonctionne. Et l'idée m'a plu. J'ai dit ça me plaît d'expérimenter. Donc je me suis investi dessus, j'ai repris des études, j'ai dit si je veux travailler dans l'humain, il faut au moins que je sache ce que je vais faire. Et je rencontre une jeune femme, psychologue, qui me dit écoutez, actuellement je suis en train de travailler sur un sujet qui est de celui des personnes qui aujourd'hui ont envie soit de changer de métier parce qu'elles ont une mauvaise orientation, soit parce qu'elles ont été mal conseillées
par l'éducation nationale quand ils étaient plus petits, etc. Elle dit, vous tombez bien parce que vous êtes, vous, dans cette étape de changement d'activité. Et je lui ai servi de cobaye, et c'est comme ça que nous avons créé les bilans de compétences, qui est d'ailleurs un mot totalement absurde. Bon, nous, on l'appelait bilan de positionnement. Et vous êtes le premier en France à Oui, avoir créé ces fameux bilans voilà. de compétences. Alors, moi, je ne prétends pas l'avoir créé, Oui. parce qu'à chacun, je dis, cette jeune femme a été à l'origine, avait créé d'ailleurs le premier CIBC sur la place de Paris. Il lui revient vraiment tout le mérite d'avoir mis en place. Moi, j'ai servi un petit peu de cobaye. Bon. Et puis après, mise en place effectivement d'outils, que j'ai été travailler au Canada, etc., pour avoir vraiment un outil très très puissant que j'ai accompagné depuis avec les neurosciences, parce que je trouve que les neurosciences ont un rôle à jouer fondamental dessus. Donc je m'investis beaucoup dans le champ des ressources humaines, j'apprends aux États-Unis, je deviens l'élève du professeur Ellis, bref, et je continue. Mes 30 ans passés, les 30 dernières années, c'est investissement permanent à prendre, et auprès de beaucoup plus grands que soi. Ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui ont pied sur terre, qui sont beaucoup plus grands que vous, qui sont des sages et qui vous permettent de progresser. Ça, c'est ma philosophie. La grande difficulté, c'est de savoir qui et où sont ces gens. Alors, c'est pas très difficile. C'est pas très difficile. Pour moi, ce sont des personnes qui sont d'abord très souvent des universitaires. Ce sont des gens qui ont l'esprit ouvert, d'accord, qui ne s'arrêtent pas simplement sur des notions, parce qu'il y a les scientifiques et scientifiques. Il y a des scientifiques à l'esprit très très ouvert, qui aujourd'hui sont vraiment dans des domaines de recherche sur la conscience. Et j'ai commencé justement à lire beaucoup les ouvrages de René Guénon, notamment, qui était un visionnaire formidable. Quand on lit les ouvrages de Guénon aujourd'hui, on se dit, mais bon sang. Et il y a un autre personnage qui m'a fasciné, et ça beaucoup de personnes l'ignorent, c'est Jean Jaurès. Parce que Jean Jaurès, avant d'être un homme politique avec une grande gueule, mais c'était d'abord un agrégé de philosophie, un agrégé de philosophie qui avait des idées extrêmement progressistes et qui, au-delà de ça, était très investi dans le champ de la métaphysique, pour qui il y avait un domaine qui était le domaine de la conscience absolue, d'accord, qui dénotait avec effectivement le principe de la dualité aujourd'hui, bon, parce qu'on vit dans le monde de la dualité aujourd'hui. Et à la recherche de la conscience absolue, c'est ce qui permet de s'éveiller et de monter. De grandir. Et de grandir. Et là, je me mets à fond dedans, en même temps que mes études, puisque j'avais la possibilité, après la vente de mon entreprise, d'avoir 3 ans tranquille à monter tout mon petit système. Et je dis, le bouddhisme, d'un seul coup, prend vraiment toute sa puissance en termes de philosophie. Je m'investis dedans, je rentre à l'université Nalanda Rimé pour passer une licence en psychologie tibétaine. Et je fais connaissance d'un lama, qui est Lama Denis. Je fais une retraite là-bas à Arvillard. Et au cours d'un déjeuner avec Lama Denis et 2 de nos amis qui étaient présents, Lama Denis me dit, Jean-Pierre, je sais que maintenant vous êtes bien investi dans le bouddhisme, j'organise un congrès à l'UNESCO sous l'égide des prix Nobel de la paix. Est-ce que vous nous feriez une intervention sur le bouddhisme en entreprise? J'ai écouté. Ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Extraordinaire, un show. Les gens étaient conquis. Sauf que, sur le plan pratique, un flop. Ben oui, tous les gens qui étaient là étaient des personnes appartenant à des congrégations bouddhistes, mais il n'y avait pas de chef d'entreprise. Et mon erreur a été, à ce moment-là, de vouloir promouvoir, en insistant beaucoup trop sur le bouddhisme, sans aller au cœur de la philosophie et d'expliquer la philosophie. Oui. Qui, je le rappelle, n'est pas une religion. N'est pas une religion. Le Bouddha n'a jamais créé de religion. Absolument. Hein? C'est une philosophie. C'est une philosophie. Donc, ce qui veut dire qu'à l'UNESCO, vous ne vous adressez qu'à des bouddhistes, donc en fait, vous êtes en terrain conquis. Ah, je suis en terrain conquis. Il n'y a rien à prouver, ni à expliquer, ni à démontrer. Rien. Simplement, quand dans les entreprises, vous arrivez après, on vous tourne, surtout dans un pays hyper laïque comme le nôtre. Et là, je me dis, bon, il faut que je reprenne un petit peu mes marques pour voir comment on peut apporter des choses concrètes et de regarder ce qui se passe autour de moi, auprès de chercheurs qui aussi ont un petit peu cette idée, vont s'investiguer dans ce champ-là. Et je les cite rapidement parce qu'il y en a eu tellement. Il y a eu notamment un
un garçon qui s'appelle Van der Muisenberg, qui est donc hollandais d'origine, chef d'entreprise, un consultant international qui a une très grande valeur, très très reconnu, qui a eu l'intelligence, sans être bouddhiste lui-même, de se rapprocher du Dalai Lama. Et ils ont écrit un livre tous les deux, à deux mains. C'est ce que le bouddhisme peut apporter aux entreprises. Bon. Et ce bouquin est rempli d'idées pratico-pratiques. Il n'y a pas de croyance dans le bouddhisme, il n'y a aucune croyance. Il y a simplement de l'expérimentation. Et on peut traduire au niveau de cette philosophie des choses à mettre en place dans les entreprises qu'on a commencé, nous, à mettre en place et qui fonctionnent très bien. Donc j'ai créé ce qu'on appelle l'entreprise en conscience, qui a repris, qui s'est inspiré de beaucoup, pas simplement du bouddhisme, mais de grands sages, je pense notamment à Romain Cristiofini, qui est aussi un chef d'entreprise, qui crée des réunions avec des chefs d'entreprise qui viennent de toutes les obédiences, parfois même qui n'appartiennent à aucune tradition particulière, mais qui échangent sur l'éthique, sur la manière d'apporter un monde nouveau. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, attention, raisonnons concrètement de quoi le monde a besoin et il suffit simplement de s'informer pour regarder ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, vous avez une rupture qui est en train de se produire. Et un maître que j'ai rencontré qui s'appelle Marc Alevi. Marc Alevi qui est à la fois polytechnicien, donc je prends toujours mes références chez des gens qui ont la tête bien faite, bien pensée, là, qui est ingénieur nucléaire, qui est un spécialiste notamment de tout le domaine du quantique. Et il a fait des recherches notamment avec des historiens en disant si on veut connaître notre futur, il faut se pencher sur notre passé. Et ils ont observé que tous les 550 ans à peu près, il y avait des ruptures profondes dans le monde de l'entreprise. Et on y est. L'Empire grec, effondrement, les Romains, le Moyen-Âge, etc. Et dans leur étude, ils ont fait tourner des ordinateurs quantiques, montrant qu'on rentrait là dans un monde de crise depuis les années 70, mais qui se resserrait de plus en plus, et que la sortie de cette crise, ce que les physiciens appellent la bifurcation, c'est l'effondrement d'un système au profit d'un autre système, c'est-à-dire un croisement. Et on sent ce croisement qui est en train de s'opérer avec des personnes qui aujourd'hui réfléchissent à l'avenir de la société. Bon. Et est-ce que, pardon, juste là-dessus, sur ce point, on s'en réjouit ou pas? Alors, moi, je me réjouis du fait qu'il y ait une prise de conscience et qu'il faut vraiment un changement profond. Parce que ces gens dont vous parlez, qui s'interrogent sur ce changement profond de nation, de civilisation, de mode de vie, on s'en réjouit ou pas? Alors, ceux qui sont conscients, ce que j'appelle à la fois les chefs d'entreprise ou les leaders éclairés, j'aime bien ce terme de leader éclairé, s'en réjouissent parce qu'aujourd'hui, sauf à être totalement aveugle, on vit dans un monde malade. D'ailleurs, Mark Twain dit on est tous des malades mentaux. Bon. Mais à partir du moment où on reconnaît qu'on est des malades mentaux, c'est bien, c'est de se dire ok, c'est parce que tout simplement mes connexions neuronales ne fonctionnent pas bien. Donc je vais faire en sorte qu'elles fonctionnent mieux. Et je vais me reconnaître dans ce que je suis et avec le cheminement qui me permet d'avancer et progressivement devenir un être meilleur. On dit toujours, sommes-nous des êtres spirituels venant faire une expérience humaine ou l'inverse? J'ai la conviction qu'on est des êtres spirituels venant faire une expérience humaine. Bon, mais ça, peut-être du domaine de la croyance. Non, mais vous avez raison. Et alors, ce qui est très intéressant, là, je me suis dit, il faut voir les choses de façon pragmatique. Il y a 6 ruptures fondamentales. On appelle d'ailleurs ça l'instant Galilée. Et il y a une commission qui s'est créée en 2016 avec des scientifiques de tous niveaux qui amènent la conscience dans le domaine de l'entreprise. On réfléchit justement à la conscience. Aujourd'hui, les 6 ruptures, c'est quoi? L'écologie. Bon. Le deuxième, c'est le sociétal et le social. Forcément, la technologie qui va jouer son rôle. Parce qu'il y a une étude qui a été faite par le MIT qui est à la fois surprenante, très inquiétante, mais pour ceux qui savent lire à travers les choses. Bon, le MIT, c'est quand même pas n'importe quel organisme. Absolument. Ils ont fait une étude sur 300 000 ans de l'évolution de l'homme et de la matière, de l'outil. Au début, ça marche en parallèle. Puis progressivement se décale
la technique par rapport à l'homme. Et aujourd'hui, on est dans un gap où, le MIT nous le dit, La technique va l'humain prendre le dessus. n'est plus à même de prendre le dessus sur la machine. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est de développer effectivement son mental, son esprit, pour aller au moins aussi vite et en tout cas changer complètement de rythme. Ça veut dire, Jean-Pierre, que les gens qui considèrent aujourd'hui, notamment avec tout ce que l'on voit sur l'intelligence artificielle, de cette nouvelle technologie, et qui considèrent qu'il faut prendre ça comme un avantage, comme quelque chose de positif, le MIT dit, attention, on risque de se faire dépasser par la machine. On risque de se faire, et on va se faire dépasser par la machine. Alors, c'est comme toutes les techniques nouvelles. Internet a été très critiqué, peut être très critiqué, mais aussi très utile. Tout dépend de ce que l'on fait de l'outil. Bon. Nous avons des amis canadiens qui ont mis en place, par exemple, un outil holistique de développement de la personne en termes d'être, en termes de posture, en termes de... vous savez, il y a tous ces petits gadgets qui sortent, ils appellent ça d'ailleurs les gadgets bonbons, les Canadiens. Mais là, c'est des équipes de chercheurs qui ont travaillé dessus depuis 20 ans, qui ont mis en place un process qui permet déjà à l'individu de se porter mieux. Parce que le but, c'est de sortir de la souffrance et d'aller mieux. D'accord ? Et je me dis, à partir du moment où on peut s'appuyer sur des bases solides, ce que recherche la société aujourd'hui, d'accord, qui va s'appuyer aussi sur des domaines scientifiques. Et là, il y a eu notamment une intervention d'une femme extraordinaire, c'est Anna Harrington, qui est professeure à l'université de Harvard, qui était intervenue dans un colloque du Mind and Life Institute, qui avait été créé par le Dalai Lama et Francisco Varela. Elle avait dit, vous autres, les psychologues ou les psychiatres, vous vous êtes intéressés dans vos recherches dans la pathologie aux émotions négatives. Mais est-ce que vous avez pris le temps de vous interroger sur les émotions positives? Parce que la recherche n'avait rien fait sur le plan des émotions positives. Et un autre immense bonhomme qui est Paul Ekman, qui est un des plus grands psychologues de la planète, malgré ses 89 ans, mais un grand sage, qui a travaillé beaucoup en Asie et avec les bouddhistes. Quand il est rentré en Occident, il a dit à peu près ceci, je ne trahis pas ses propos, je vais proposer d'introduire le mot compassion dans le dictionnaire occidental de la psychologie. Parce qu'on a compris d'un seul coup que les émotions positives de participation avaient du sens. Et là, je vais vous donner un exemple qui est radical. Il y a un livre qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle « Le cerveau du Bouddha ». On pourrait dire « cerveau du Bouddha », tout de suite on rentre encore dans le nom. Pas du tout. Ce sont un neurologue, Rick Hanson, et le docteur Richard Manius, qui est neurologue. Ils ont créé d'ailleurs l'Institut Wellspring des neurosciences. Ils se sont dit, on va déconstruire le processus. C'est-à-dire, on va prendre comme exemple un personnage qui était comme vous et moi, comme je le disais tout à l'heure, mais qui a monté toutes les marches jusqu'à l'éveil. Et on va voir, par le biais de la science, des données scientifiques qui sont aujourd'hui à notre disposition, d'accord, voir comment on pourrait, par le biais des techniques dont nous disposons, transformer l'individu. Ah, intéressant. On va prendre un exemple. Dans le bouddhisme, il y a 3 fondements qui reposent sur la vertu, la concentration, c'est-à-dire, on pourrait parler de méditation, et la sagesse. La vertu, tout le monde va dire, c'est immatériel, on est d'accord. On en voit les conséquences, mais elle ne se palpe pas. Elle est à la fois onde et particule, mais elle n'a pas une existence en soi. Comment peut-on cultiver la vertu? Alors, ils se sont rendus compte, avec des exercices qui ont été faits avec des tas d'instruments, que ça correspondait à 3 états de notre cerveau. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique. Le cortex préfrontal, pour tout ce qui est du domaine de l'attention. Le parasympathique, pour tout ce qui est du domaine de l'apaisement, tout ce qui apaise, et un autre domaine qui est en relation avec le limbique pour la naissance des émotions positives. Quand vous reliez l'ensemble avec des techniques particulières, vous développez la vertu.
C'est scientifique. Il n'y a pas de croyance, il n'y a rien du tout. Mais si vous développez la vertu, vous allez développer plein d'autres choses à côté. La bienveillance, vous allez développer toutes ces choses. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment le message que j'ai vraiment envie de faire passer, de dire, mais attendez, sortons un petit peu de nos niaiseries, de nos mauvaises habitudes, du fait que aujourd'hui, on a une société qui est malade. Nous, on intervient beaucoup. Là, on a des missions dans des enquêtes administratives qui sont des choses épouvantables. C'est tout ce qui est le harcèlement. Bon. On entend des choses épouvantables. Alors qu'on a aujourd'hui des outils pratico-pratiques qui permettent des mises en place et des transformations radicales. Donc moi, c'est vraiment mon cheval de bataille aujourd'hui. Donc c'est là où vous intervenez en entreprise? C'est là où j'interviens en entreprise et de plus en plus. Comment faire passer le message de votre intervention d'abord au chef d'entreprise et ensuite du chef d'entreprise à ses équipes? Qu'est-ce qu'on peut dire à un chef d'entreprise qui vous écoute? Comment est-ce qu'on peut amener les choses pour que ce soit suffisamment concret et alléchant pour lui? On ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul et c'est là aussi il y a eu des rencontres. Donc je vais revenir un petit peu sur les rencontres parce qu'elles m'ont permis aussi de me poser pour aboutir justement à ce résultat, la mise en place concrète d'un process. Je me suis dit, je dois m'entourer de personnes qui effectivement ont la tête bien solide, la tête sur les épaules, des personnes qui ne sont pas n'importe qui ont vraiment des messages à donner. Et l'un d'entre eux s'appelait Jacques Vigne. Jacques Vigne, tous les professeurs de yoga du monde entier le connaissent. Il est médecin psychiatre, je pense que vous connaissez, de réputation. Et une jeune femme que j'accompagnais dans le cadre de mes activités me dit un jour, Jacques Vigne vient à Saint-Brieuc. Jacques Vigne vient à Saint-Brieuc. Je dis, il faut très bien le rencontrer. Alors vous allez voir, là aussi, des choses qui sont assez étonnantes. Donc, déjà, le fait de rencontrer Jacques Vigne, pour moi, c'était un honneur. 13 septembre 2012. La salle était comble, il n'y avait pas encore la Covid, les gens étaient assis dans les allées, il n'y avait plus de place nulle part. Et la jeune femme me présente Jacques Vigne. Je vois un grand gaillard, un visage très, très ouvert, qui me transperce. Et combien de temps ça a duré? C'est le moment d'éternité, vous ne savez pas. Et il me dit, Jean-Pierre, venez vous asseoir à la table de conférence avec moi. C'est incroyable. Et il commence à dire, Jean-Pierre Méchain a des choses à vous dire. Mesdames et messieurs, pris un peu par surprise, je remercie beaucoup Jacques Vigne, etc. Puis me voilà lancé quand même dans... Et à un moment, je me dis, les gens sont venus écouter Jacques Vigne. Et lui, il était stoïque à côté, tout en sagesse, tout en bienveillance, pas du tout, etc. Et à un moment, je m'arrête et je lui recède la parole. Et lui dit simplement, vous voyez que ce garçon avait des choses à vous dire. Oh, j'ai dit ça va être intéressant de garder des contacts avec lui. C'est sûr. Il est devenu un ami, il vient à la maison quand il veut. C'est aussi un conseiller spirituel, mais c'est aussi un chercheur. Jacques produit tous les 2 ans 400 pages de recherche. Il est à la fois médecin, psychiatre, grand méditant. Donc, il a vraiment une culture très, très large et une humilité extraordinaire. Donc, voilà une personne sur qui je peux m'appuyer. La deuxième personne, c'est Jean-Ange Lalican. Alors, Jean-Ange Lalican, c'est l'ancien numéro 2 de la CARSAT. On se connaît depuis 16 ans. La CARSAT, c'est? La CARSAT, c'est un organisme... Alors, l'intitulé de la CARSAT, c'est tout ce qui s'occupe de les retraites, Bon, ça m'échappe un petit peu. Disons, un grand organisme, en tout cas. Et Jean-Ange, on fait connaissance il y a 16 ans. Il s'intéresse beaucoup à la bienveillance. Il est professeur à l'université, à Rennes, à l'IGR notamment. Et il crée les premiers colloques nationaux sur la bienveillance au travail. Et à chaque fois, il me dit, Jean-Pierre, vous participez. Et il fait venir des chefs d'entreprise. Et le premier colloque qu'il a fait, c'était juste avant le Covid. Il y a eu quand même 350 chefs d'entreprise qui étaient présents. Donc, on commence à faire passer un peu cette image, cette idée, qu'il se passe des choses. Et puis il y a les expériences vécues aussi par des personnes dont on parle beaucoup. Hermès Garanger, qui est une amie. Sûr. Hermès, qui met la science à défaut. Parcours de vie incroyable. Elle est venue, je l'ai amenée, elle est venue me faire gentiment une conférence à Rennes à la CCI.
Et d'abord, elle est lama. Lama a 19 ans. C'est une très jolie fille quand on la voit, chef d'entreprise. Bon. Et quand on la voit, quand je la présente, je dis, vous voyez, la jeune femme qui est... Ben, elle n'est pas comme nous, elle n'a pas le même cerveau que nous. Et la manière de raconter les choses, elle est très amusante. Elle dit, bah, pendant mes 3 ans, 3 mois de retraite, 3 jours, etc., bah, j'ai tapé dans ma tête, dans mon esprit, comme Nadal tombe dans la balle. Elle en a fait quelque chose d'absolument étonnant, oui. Puisque même aujourd'hui, les scientifiques, Antoine Lutz le premier, sont sidérés de ses capacités mentales, quoi. Donc il y a aujourd'hui un champ d'exploration scientifique qui a mis le doigt là où il devait mettre le doigt. J'ai cette conviction profonde que le moment est arrivé, vraiment, de faire passer ce message et de le faire passer très ouvertement. Alors, par les réseaux sociaux, j'ai commencé à mettre en place des vidéos, mais je n'avais pas la bonne technique à l'époque pour le faire, mais je vais les repasser avec des professionnels. Et puis de dire, maintenant, mon fer de lance, ma bataille aujourd'hui, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc faire passer au sein des chefs d'entreprise le message qui consiste à dire qu'on peut apporter une dimension de bien-être ou spirituel. Ouais. Ah, mais je n'hésite pas à parler du spirituel, parce que le spirituel, je le dégage totalement de la religion. Absolument. Hein? Absolument. La meilleure preuve, c'est que dans ma propre entreprise, personne n'est bouddhiste. Il n'y a pas de prosélytisme. Mais on a des valeurs qui s'accordent à des choses bouddhistes qu'on met en place. Par exemple, chez nous, on n'a jamais de discussion. Il n'y a que du dialogue. Et la chose est passée. Comment vous expliquez la nuance ? Ben, la nuance, c'est que quand vous rentrez dans la discussion, vous rentrez dans le discursif. D'accord ? Donc le combat. Quand vous rentrez dans le dialogue, logos à travers les mots, on fait les choses très gentiment. On peut ne pas être d'accord, et c'est tant mieux, parce qu'on va pouvoir expliquer les choses avec des points de vue dans le respect de l'autre. Moi, j'ai tendance parfois à aller un petit peu vite. Je ne respecte pas la parité, figurez-vous. J'en ai pas honte, puisque je ne travaille qu'avec pratiquement des femmes dans ma structure. Pourquoi ? Parce que les femmes sont beaucoup plus sensibilisées à l'humain que les hommes, sans doute. Et elles sont beaucoup plus profondes dans leur dossier, généralement, quand elles vont voir. Parfois, j'ai des idées un petit peu, je ne vais pas dire révolutionnaires, mais un petit peu vite. On me dit, Jean-Pierre, là, peut-être qu'il faudrait que... OK. Quand elles ont raison, je les écoute. Quand j'ai raison, elles m'écoutent. Mais à aucun moment, il va y avoir un combat de « non, non, non ». Non, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un bien-être chez nous qui est total. Alors, est-ce que vous auriez pu transférer l'expérience que vous avez aujourd'hui 20 ans auparavant ? Non. Non. Non, parce que y a la maturité. Il y a la nécessité, quand on fait quelque chose, de pouvoir d'abord s'appuyer sur des travaux de recherche puissants. Oui. Bon. J'ai cité le cas de Van den Biesbenberg, par exemple, parce que c'est quelqu'un de connu, de reconnu. Je vais citer le cas de Varela, qui était quand même polytechnicien, directeur de recherche au CNRS. On peut parler de Mario Beauregard sur la philosophie, sur le quantique, le saut quantique, parce que le bouddhisme, c'est le quantique. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que le domaine du quantique, les scientifiques eux-mêmes ne le comprennent pas. Il y a un très grand physicien, je ne sais plus quel est son nom, hein, peu importe, qui disait « Je défie quiconque, aujourd'hui scientifique, de définir et de comprendre le quantique. » On sait par expérience que ça fonctionne, mais on ne le comprend pas. L'histoire de la double forme de Young, on projette des particules qui passent par 2 endroits en même temps, elles sont des particules. Bon. Moi, je donne une image, par exemple, quand je rencontre des chefs d'entreprise, je leur dis, pour vous, quand vous voyez une porte, elle est ouverte ou elle est fermée. Elle n'est pas les deux à la fois. Mais dans le monde quantique, elle est les deux à la fois. Allez comprendre. Donc, il faut sortir de notre monde relatif pour rentrer un petit peu dans ce domaine de l'absolu. Mais l'absolu avec les pieds sur terre. Qu'est-ce que je vais utiliser comme matériau ? J'allais vous poser la question.
qu'est-ce que concrètement, quand vous avez cette approche philosophique auprès de ces chefs d'entreprise, vous leur apportez comme outils qui permettent d'installer cette dimension spirituelle? Premier outil, les valeurs. Pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui, toutes les entreprises vont vous dire, nous avons des valeurs. Ouais. Ça, c'est une déclaration de bonne intention. Quand vous voyez l'entreprise à l'intérieur, il n'y a pas de valeur vécue, dans la plupart. Donc, on va leur parler de valeurs. Et on va leur permettre, avec une grille pratico-pratique, de mettre en place des valeurs où chacun va pouvoir s'exprimer sur une valeur en question avec ses mots. D'accord ? L'idée, c'est qu'à partir du moment où chacun s'est exprimé sur une valeur, elle doit rejoindre un contexte général où on est OK pour dire ça, on valide le fait que si on respecte telle valeur, que ce soit la générosité, que ce soit sur les valeurs d'éthique, sur les valeurs de partage, OK, tous ensemble, on valide quelque chose. Et on l'a mis en place dans des structures où ça fonctionne très bien, où les personnes d'un seul coup se disent mais on vit beaucoup mieux maintenant. On n'a plus du tout ces questions puisqu'on a validé ces éléments. Donc à partir du moment où on les a validés, on les vit. Donc les valeurs? Les valeurs, c'est le point fondamental. Le point numéro 2, c'est d'amener les gens progressivement vers... Alors, moi, je ne vais pas employer le mot méditation, mais ce sont tous les exercices que l'on peut mettre en place, notamment ce qu'on appelle la mindfulness, que j'ai fait aussi cette formation d'instructeur mindfulness, mais je le déconnecte complètement de la méditation. Un bouddhiste vrai qui médite vous dira « mindfulness n'est pas de la méditation ». Mais c'est une porte d'entrée, une ouverture qui permet aux gens, aux personnes, de prendre conscience de ce que c'est que le calme mental, de pouvoir prendre de la hauteur, de prendre de la sérénité, d'aller mieux. Si vous allez mieux, vous travaillerez mieux. Et si vous le faites au travers de valeurs, vous pourrez effectivement les mettre en place d'une façon beaucoup plus cohérente au sein de l'entreprise. Comment est-ce que vous pouvez mettre ça au sein d'une entreprise? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des salles spécifiques pour ça? Ça veut dire qu'il faut des temps spécifiques pour ça? Alors, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Ce que souhaitent les chefs d'entreprise aujourd'hui, ce sont quand même des outils pratico-pratiques sur lesquels on va pouvoir observer déjà des écarts, des différences entre quelque chose que vous avez mis en œuvre, par exemple sur des formations que nous avons mis en place. On a un endroit qui est privilégié en Bretagne, qui est l'abbaye de Saint-Jacques, qui est une presqu'île. C'est chez les sœurs, mais elles accueillent les bouddhistes aussi et tout le monde. Bon. Et on se rend compte que sur des séminaires qui se passent sur 3... Alors, c'est 3 semaines, mais ce n'est pas 3 semaines temps plein. C'est en fait 2 jours temps plein, sur lesquels il y a d'abord des énoncés théoriques et pratiques. Le deuxième jour, beaucoup plus pratique que théorique. Et on va demander aux personnes de mettre en application pendant 3 semaines ce qu'elles ont appris. Donc les gens... Il y a un engagement. C'est ça. Engagement, je mets en place pendant 3 semaines. Et je reviens au bout de 3 semaines pour aller un petit peu plus avant, parler de mon parcours, ce que j'ai fait, ce qui a été modifié, ce qu'on a pu constater, etc. Donc, à partir du moment où vous êtes sur des bases concrètes, l'entreprise va vous dire, oui, là, on a tout un schéma, bien entendu, qui a été travaillé, qui est présenté, et qui plaît parce qu'il est pragmatique. Moi, je dis toujours aux chefs d'entreprise, soyez concrets. Le but, c'est d'être concret et de pouvoir observer des modifications. Est-ce que ces chefs d'entreprise, pour avoir cette dimension spirituelle et donc de bien-être dans leur entreprise, au sein même de l'établissement de l'entreprise, on peut faire des choses? On peut faire des choses. Alors, il est évident qu'il y a tout ne va pas être simple. Si c'était simple, ça se saurait. Bien sûr. D'accord ? Il faut d'abord que le chef d'entreprise lui-même soit tout à fait convaincu qu'il y a des choses qui sont à faire. Parce que c'est lui le premier messager. Bien sûr. Bon. Après, il y a effectivement au niveau du management. Bon. Au niveau du management, il y a aujourd'hui des règles que l'on peut mettre en place. Ce sont des formations sur des bases, encore une fois, concrètes, qui permettent de passer d'un style de management à un autre style de management. Et de pouvoir dire, ben oui, j'observe qu'en pratiquant comme ça, il y a beaucoup moins de situations conflictuelles,
il y a beaucoup moins de burn-out, il y a beaucoup moins d'absence. Bon, on constate des écarts. Et de toute façon, les chefs d'entreprise, aujourd'hui, conscients, beaucoup sont conscients, Oui, clairement. on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Et on va observer que toutes les entreprises, parce que ça fait quand même plus de 20 ans maintenant, que des entreprises ont mis en place des programmes avec des résultats. Je prends des boîtes comme Kiabi, je peux prendre... Enfin, il y a plein d'entreprises qu'on pourrait nommer, à l'international comme en France, qui ont déjà mis en place des processus avec des constats pratico-pratiques de bien-être, de mieux-être, et des entreprises qui fonctionnent beaucoup mieux. Pourquoi s'enquiquiner à rester dans un système complètement désuet, c'est sûr, qui n'a plus sa place, là où, au contraire, on peut apporter des choses aujourd'hui concrètes. Je dis, moi, je suis quelqu'un de concret, j'ai toujours... Vous l'avez toujours été dans votre parcours, on l'a bien vu, on l'a bien entendu. J'ai d'abord les pieds sur bien terre. sûr, bien sûr, Hein, bien sûr. Donc, je ne veux pas partir dans des systèmes de croyances. Ça, et alors, ce qui est formidable dans votre histoire, c'est que maintenant, quand vous accompagnez ces chefs d'entreprise, le avant-après, vous le voyez. Ben, on le voit, on le constate. On voit bien l'évolution. Oui. Et du coup, cette évolution, au-delà du bien-être même intra-société, c'est aussi une évolution sur un chiffre d'affaires, c'est aussi une évolution sur une productivité, c'est aussi une évolution sur tout ça. Je vous donne un exemple récent. Je ne peux pas encore nommer l'entreprise, bien que la personne que j'ai accompagnée m'ait fait un message extrêmement sympathique. J'ai été appelé par la numéro 1 d'un groupe important à Rennes, et il y avait des difficultés avec leur numéro 3, au point de se dire on garde ou on ne regarde pas. Donc je l'ai pris en coaching, sur la base de tous les éléments dont on parle depuis tout à l'heure. Et au bout de 2 mois, on avait décidé, de toute façon, c'est ce que je fais systématiquement dans le coaching, c'est de rencontrer mes commanditaires pour voir un petit peu ce qui s'est passé par rapport à un programme qu'on a défini avec l'entreprise et la personne accompagnée. Et cette directrice générale me dit, « Monsieur Méchain, mais qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Je dis, « Moi, rien. » J'ai dit, pourquoi vous me posez la question? Elle dit, c'est plus du tout le même homme. Je dis, il fait quoi? Et il s'appelle Antoine. Je dis, Antoine, expliquez ce que vous faites maintenant et ce que vous ne faisiez pas avant. Et d'un seul coup, il dit, mais j'ai compris des tas de choses qui. Wow. Et elle m'a dit, mais c'est. J'ai dit, voyez, moi je ne fais. Transformation. Moi je ne fais rien. Oui, je comprends. Je pose beaucoup de questions. Et les questions du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Il y a beaucoup. Moi, je trouve fascinant votre histoire. Au-delà du fait, j'ouvre une parenthèse et je la referme très très vite, que vous êtes sans doute la personne la plus facile à interviewer du monde. Parce qu'au moins, on vous pose une question et vous êtes parti pendant 1 heure. Et ça, non, mais l'histoire est juste incroyable. Et on sent bien aujourd'hui que cette dimension philosophique au travers du bouddhisme et de l'entreprise, ce que vous arrivez à porter et à proposer à ces chefs d'entreprise, la prise de conscience, elle est là. Ah oui. Pour moi, oui. La réponse est oui. Et je suis accompagné. Alors, on va rentrer peut-être dans un domaine un petit peu ésotérique, mais après tout, je m'en fous parce que j'ai la liberté de penser et de dire. Exactement. Bon, il se trouve, je vous ai dit au début, je ne parlerai de choses qu'à partir du moment où j'ai des preuves concrètes et des témoins qui peuvent en témoigner. Donc j'ai perdu mon épouse il y a 5 ans. 5 ans précisément. Cancer fulgurant. Et c'est moi qui lui ai annoncé la nouvelle, puisqu'il y a eu une erreur qui a été faite. Le courrier qui était adressé à son médecin traitant est arrivé chez moi. Je ne suis pas médecin, mais je travaille avec des médecins depuis très longtemps. Il y avait 4 pages de compte-rendu. Je savais qu'en lui donnant les choses, c'était grave. Oui. Et pour vous dire qui était Françoise, quand je lui ai tendu la lettre, je lui ai dit, tu sais, c'est arrivé là, ça aurait dû être ton médecin traitant. Elle a pris la lettre comme n'importe quel courrier. Elle a lu. Il n'y a pas eu un pli de son visage qui a changé. Et à la fin, il y a forcément un peu l'émotion Je vous en prie. Quand j'en parle. Elle m'a dit, tu sais, on en parle depuis longtemps de la mort, de la séparation. Ben voilà, le moment est arrivé. Il va falloir qu'il soit courageux, parce que c'est une question de semaines ou de mois. Elle m'a pris la main. Elle ne pleurait pas. Elle m'a regardé avec un sourire fascinant. Et il s'est passé un phénomène. Alors celui-là est vraiment un phénomène.
puisque dans la tradition bouddhiste, comme dans d'autres traditions, on accompagne les personnes jusqu'au bout. Et j'ai un ami qui était un moine de Plouray, qui s'appelle Chimetrini, qui est notre moine référence, si je puis dire, et qui est venu faire les pratiques à la maison. Et à un moment des pratiques, il est arrivé chez nous un jour de pluie, où, comme on dit en Bretagne, là, rien ne passe que de la pluie. Je l'attends avec le parapluie, on fait les pratiques, et à un moment, on prononce le mot d'Amitabha, qui est le Bouddha des champs infinis, on va en Déhuachen, etc. Et au moment où on a prononcé son nom, il y a un flot de lumière qui est venu du plafond sur le visage de Françoise. Et Jimé s'est tourné vers moi avec un sourire bienveillant. Il m'a dit « Tu as compris, Jean-Pierre? Où va Françoise ?» Je l'ai vu, j'ai les pieds sur terre, je ne suis pas un rêveur, j'ai vu ce flot de lumière. Il ne venait pas de l'extérieur, même de l'extérieur, même s'il pleuvait, ça aurait pu. Et il est venu du plafond. Point. C'est une histoire bouleversante. Et il y a une phrase que j'ai retenue dans ce que vous avez dit dans cette histoire pour terminer, c'est cette phrase qu'elle vous dit, et elle vous dit « Il faudra que tu sois courageux ». Oui. Et c'est elle qui vous dit ça. C'est elle. Les infirmières qui l'ont accompagnée et la chef de service m'ont dit « Jamais on n'a vu ça. Une personne aussi conciliante, douce, ne se plaignant jamais. » Elle a eu même la surprise d'avoir à l'hôpital, 3 jours avant son décès, le représentant de sa sainteté qui est venu dans l'hôpital pour faire ce qu'il avait aussi à faire. Et ça a été un moment unique. C'est passionnant. Je trouve que voilà, votre histoire me touche profondément. Je pense que beaucoup de gens qui d'ailleurs nous regardent doivent l'être également et ils m'ont commenté, j'en suis convaincu. On va mettre les liens autour de cette vidéo pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous. Parce que je pense que, en tout cas, ce que vous représentez, ce que vous amenez, ce que vous proposez va au-delà de l'entreprise. Ça va au-delà du bien-être en entreprise. C'est simplement le bien-être, point. C'est le bien-être, point. Voilà. Et ça, c'est adaptable, évidemment, en entreprise, parce que c'est votre expertise aujourd'hui, oui. C'est ce que vous proposez, mais oui. c'est pour tout le monde. C'est le bien-être. C'est le bien-être. Vous savez, et les problèmes, quand on parle de la souffrance dans le bouddhisme, on parle de la souffrance la plus superflue, celle qui, à la limite, ne va pas durer. C'est le cil que vous avez dans l'œil, c'est lui qui va vous gêner à un moment donné, jusqu'à la souffrance de la séparation de la mort, avec tous les gradients que l'on peut rencontrer. Et en fait, la réponse est toujours la même, le calme mental. Parce que tant que vous n'avez pas le calme mental, vous ne pouvez rien faire, parce que vous êtes pris par le champ des émotions, donc vous faites n'importe quoi. Tandis que si vous dites « stop, je m'arrête », il se passe quoi là? Il se passe quoi en moi? Ok, je prends le temps de réfléchir et progressivement, je vais pouvoir amener des choses dans mon esprit qui sont beaucoup plus sages. Dépourvu des aspects négatifs qui nous en... Tout de suite, c'est la prison. Bien sûr. Et là, on sort de cette prison pour laisser effectivement le champ libre aux idées neuves, l'écoute simplement, l'esprit ouvert. Et à partir du moment où vous avez l'esprit ouvert, laissez venir les réponses qui viennent, et puis après les disséquer. Et ce que j'adore, moi, dans cette tradition, c'est qu'il y a 3 points fondamentaux. On dit qu'il y a plusieurs sortes d'apprentissage. Le premier apprentissage, c'est par l'écoute. Une fois que vous avez écouté, vous n'avez pas forcément tout compris. Donc vous allez apprendre par la compréhension, approfondir ce que vous avez écouté. Et le 3e niveau, c'est l'apprentissage par la pratique intérieure. Tout ce que j'ai appris, tout ce que je semble avoir compris, maintenant, je le mets en application parce que je vais sortir de la théorie pour le rentrer dans le champ de la pratique. Et c'est complètement différent. Et bravo au Bouddha parce qu'il a pensé à des gens comme moi, parce qu'on a différents niveaux. Vous savez, il y a des gens qui sont à des niveaux élevés, des gens à des niveaux moyens, des niveaux bas. Moi, je me situe au niveau bas en disant, bon, il a pensé à des gens comme moi, bon, c'est très gentil à lui, pour monter les étapes tranquillement les unes derrière les autres. Et c'est moi, ce qui me passionne, c'est d'être entouré de personnes
beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intelligentes que moi, qui ont vraiment... Mais c'est eux qui m'apprennent. D'accord? Et ça vous tuez l'ego. Ça a été ça toute votre vie. Hein. Alors... Vous avez été entouré de gens comme ça toute votre vie. J'ai beaucoup été entouré. Oui, et bien entouré. Et je pense que c'est ça aussi, le succès de la réussite. Ça en fait partie. Hein, incontestablement. Jean-Pierre Méchain, autour de cette vidéo, vous avez évidemment tous les liens pour rentrer en contact avec Jean-Pierre, parce que je pense que vous aurez sans doute des questions à lui poser. Dirigeant du cabinet BLV Consulting Group, et puis vous avez entendu vice-président de l'Institut de recherche pour le développement personnel et professionnel, et puis vous êtes aussi un membre actif d'une école bouddhiste, c'est ça ? Alors, ce n'est pas une école bouddhiste, c'est une, comment on appelle, c'est une congrégation bouddhiste qui est à Plouray, qui est Drukpa. Le Drukpa, c'est une des grandes écoles du bouddhisme tibétain. Ouais. Hein. C'est un petit peu comme dans nos traditions, si vous voulez, les moniales, les dominicains, etc., etc. Tous se rejoignent sur la même philosophie, d'accord ? Et en plus, bon, c'est à côté de chez moi, c'est pratique, et voilà. Dans le Morbihan. Merci infiniment, Jean-Pierre. Merci, c'était absolument passionnant. Vraiment. En tout cas, un grand merci à vous de m'avoir accueilli. Merci infiniment pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez continuer à faire. À très bientôt. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très vite. Salut.